Mesdames, Messieurs, votre rendez-vous avec l'actualité sur LCF au sommaire de cette édition. Visite au Togo de José Mario Vaz, le tout nouveau président bissau-guinéen, a été reçu ce mardi par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Élaboration au Togo de l'indice du minimum vital commun, la politique de développement l'impose. La première étude commanditée par le gouvernement togolais affiche ses résultats. Et puis le groupe togolais Toufan, sacré meilleur groupe francophone du MTV Africa Music Award, couronné samedi dernier à Durban en Afrique du Sud. Les Fils du Vent ont été accueillis ce mardi à leur retour à Lomé par des centaines de leurs fans. Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne. 3 semaines après son élection, le tout nouveau président bissau-guinéen est en tournée ouest-africaine. En attendant son investiture le 23 juin prochain, José Mario Vaz dit vouloir témoigner sa gratitude à l'endroit des dirigeants africains qui ont contribué à la résolution de la crise dans son pays. Après le Burkina Faso, le président élu de Guinée-Bissau est arrivé en début d'après-midi au Togo où il a été accueilli et il a été reçu par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Reportage Roger Aménian. À quelques jours de son investiture, le président élu de la Guinée-Bissau a jugé bon d'entamer sa mission de gratitude. Après une visite de 48 heures au Burkina Faso, José Mario Vaz a foulé le sol togolais ce mardi. Un entretien avec le président Faure Gnassingbé, puis une déclaration. Je suis là pour visiter mon ami que nous a appuyé beaucoup pendant la période de transition. Nous sommes là pour rendre la visite de courtoisie parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, ça fait 2 ans et quelques, et je suis là pour le rendre visite et de remercier tout ce qu'il a fait pour nous, pour le peuple et pour la Guinée-Bissau. Et aussi pour l'inviter à participer dans la cérémonie en Guinée-Bissau, qui sera le 23 de juin. À 57 ans, José Mario Vaz sera investi le 23 juin prochain. Son premier défi, retinter l'image d'un pays secoué par de nombreux coups d'État, dont le dernier date du 12 avril 2012. Le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert devra également débroussailler et sarcler le champ de la reconstruction et de la réconciliation nationale. Quel est l'indice du minimum vital commun au Togo? À cette question, le gouvernement togolais a voulu avoir une réponse. Objectif, répartir les différents programmes de développement dans les cantons les plus concernés. Une étude commanditée à cet effet vient d'accoucher ses résultats. Des résultats présentés ce mardi au cours d'un atelier à Lomé. Samuel Niaoui. Depuis quelques années, le gouvernement togolais met en place un nombre important de mesures et d'actions pour lutter efficacement contre la pauvreté. Les actions du ministère du Développement à la base en la matière sont légion. Provonat et FNFI en sont une parfaite illustration. Seul bémol, ces actions, quoique salutaires, ne semblent pas toucher les cibles directement concernées. Certains cantons du Togo restent toujours très défavorisés par rapport à d'autres. Cela pose le problème d'une répartition efficace des actions de développement sur le terrain. C'est donc pour pallier ce déficit que le ministère du Développement à la base a commandité une étude pour l'élaboration de l'indice du minimum vital commun. Cet indice du minimum vital commun est un peu une cartographie par canton des besoins primordiaux auxquels chaque individu a droit, quelle que soit sa zone de localisation. Le minimum vital commun, c'est juste un paquet d'actions dont a besoin les communautés là-bas pour sortir de la pauvreté, pour participer au développement. Parce que nous avons fait beaucoup d'expériences dans le passé où on a dit qu'on fait du développement, mais ces communautés-là étaient en marge, ne participaient pas. Parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et de quoi ils avaient besoin? C'est les 6 domaines. Il faut qu'on revoie leur alimentation et leur nutrition, qu'on revoie leur santé, le dispositif, les cases de santé ou bien les dispensaires qui ne sont pas dans ces communautés-là. L'éducation, vous allez dans des villages où vraiment vous voyez que les infrastructures en matière d'éducation ne sont pas ce qu'elles devraient être. Donc c'est toutes ces actions-là qui constituent ce minimum-là qu'on doit doter ces communautés pour qu'elles puissent vraiment sortir de la pauvreté et prendre part au processus de développement du pays. La présentation des résultats de l'étude pour l'élaboration de l'indice du minimum vital commun, c'est le sujet au cœur de cet atelier. Ces résultats seront désormais un véritable outil pour le ministère du Développement à la base pour une orientation plus efficace des politiques de développement sur le terrain. Cet indice multidimensionnel dont l'élaboration a nécessité la réalisation d'une enquête dans 36 cantons identifiés comme étant les plus pauvres dans chacune des préfectures du Togo devrait
permettre non seulement d'améliorer sensiblement les dispositifs de suivi et évaluation du ministère et celui de l'ASCAP, mais également servir d'outil d'évaluation de toute action de développement. Financée à hauteur de 33 655 755 francs CFA par la Banque africaine de développement, l'étude a révélé très clairement que sur les 6 besoins primordiaux, l'éducation est la chose la mieux partagée par les populations. Un effort devra donc être fait dans les 5 autres domaines que sont l'alimentation et la nutrition, la santé, l'accès à l'eau potable et à l'hygiène, le développement de la capacité des populations à générer de la richesse et le désenclavement. La suite de cette édition, nous revenons sur la tournée nationale de sensibilisation autour du Fonds national de la finance inclusive. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Après Blita, Notien et Toun, voici l'étape d'Anier et Elavagnon avec Jacques Pekemsi. Dernier jour de la tournée dans la région des Plateaux, cette délégation est à Anier. Ici encore, la population a répondu massivement au rendez-vous avec Victoire Tomega Dobé et sa suite. APSEF, une opportunité pour les personnes désireuses d'agrandir leurs activités génératives de revenus, d'accéder à un prêt. La délégation s'est félicitée du rôle déjà joué sur le terrain par les microfinances sélectionnées. Les prestataires de services financiers, notamment les institutions de microfinance qui ont été sélectionnés pour accompagner l'APSEF, font un travail remarquable sur le terrain. Elles ont compris le travail de sensibilisation préalable, l'identification des groupes solidaires, la formation des groupes, et aujourd'hui je peux réellement saluer le professionnalisme de toutes les institutions de microfinance qui ont choisi d'accompagner le gouvernement togolais. Ces femmes revendeuses ont également reçu la visite de la délégation. Toutes n'attendaient que ces prêts. Avant, là, on ne paie pas, on achetait le crédit, mais pour le moment, quand nous avons eu l'argent là, ça nous va un peu. Quand on achète chez les cultivateurs, on paye en même temps. On a déjà commencé par rembourser, on rembourse à 300 francs par jour. Puis, la délégation a mis le cap sur Elavagnon. Au-delà de la joie d'accueillir la ministre Tomega Dobé, ces hommes et femmes ont apprécié le message. Et forcément, à la fin de cette visite, c'est un bilan positif. C'est des milliers de femmes qui se déplacent pour venir écouter le message de l'APSEF. C'est des jeunes gens, c'est des hommes aussi. Mais ce qu'on note aussi, c'est des autorités locales, notamment les chefs traditionnels, les responsables des CDB, les autorités religieuses, qui viennent écouter des messages pour faire le relais. Nous notons une très bonne adhésion des populations qui s'approprient le message. Il reste donc à la population de s'approprier le message véhiculé afin d'augmenter son pouvoir d'achat. L'actualité à l'étranger, c'est un véritable coup dur porté aux autorités irakiennes. Après plusieurs jours de combat, la deuxième ville irakienne, Mossoul, tombe aux mains des insurgés islamistes. L'armée irakienne est en déroute, et ceci 11 ans jour pour jour après la chute du régime de Saddam Hussein. Ces images sont les dernières en date montrant l'armée irakienne qui tente encore de prendre position dans Mossoul. Mais ça, c'était avant que les soldats abandonnent leur poste. La deuxième ville d'Irak est depuis tombée aux mains des insurgés. Dans la nuit de lundi à mardi, des centaines d'hommes armés ont réussi, après des combats avec l'armée et la police irakienne, à prendre le contrôle du siège du gouverneur, des prisons, des télévisions, avant la chute entière de la province de Ninive, dont Mossoul est le chef-lieu. Mossoul, un bastion sunnite, riche en terres agricoles et surtout en gisements pétroliers. Cette importante prise est attribuée aux djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, un groupe radical dissident d'Al-Qaïda, aidé par des tribus hostiles au gouvernement et qui profitent du soutien des milieux sunnites. Exemple dans la province d'Al-Anbar, au sud de la province de Ninive. C'est dans ce territoire qu'a eu lieu il y a 6 mois par le même mouvement la prise de Fallujah, la ville symbole de l'invasion américaine démarrée il y a 11 ans. De quoi inquiéter toujours un peu plus le pouvoir désemparé à Bagdad. Nouri al-Maliki a affirmé qu'il armera les citoyens volontaires pour combattre les insurgés. Le chef du gouvernement irakien de confession chiite a également demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence. Au Pakistan, les talibans ne désarment pas. Ils revendiquent un nouvel assaut sur l'aéroport international de Karachi. Cette fois, il s'agit d'une brève attaque qui n'a enregistré aucune victime.
Les talibans encore et toujours prêts à en découdre. À l'aéroport de Karachi, nouvelle attaque d'un groupe armé. Cette fois, c'est un poste de contrôle qui a été pris d'assaut à 1 kilomètre environ du terminal. Les forces de sécurité se sont rapidement mobilisées. Les assaillants ont pris la fuite 1 heure seulement après le début des tirs. Ils n'étaient que 3 ou 4. La situation est sous contrôle. Plus aucun terroriste n'est présent dans la zone. Ils n'ont pas pu pénétrer dans l'aéroport. Les vols ont pu reprendre. Seconde attaque en 2 jours. Hier déjà, un commando taliban lourdement armé avait pris d'assaut des bâtiments de l'aéroport. L'affrontement avec les forces de l'ordre avait duré 12 heures et s'était soldé par la mort des 10 assaillants et de 27 policiers et civils. Certains décédés dans l'incendie d'un bâtiment. Si l'armée et les rangers n'avaient pas vaincu les talibans, ils auraient détruit l'aéroport et les avions qui coûtent des milliards de roupies. Les 2 attaques ont été revendiquées immédiatement par le mouvement des talibans du Pakistan, groupe islamiste proche d'Al-Qaïda. Des représailles, car ce mardi matin, l'armée pakistanaise a bombardé un bastion des talibans dans la vallée de Tira. Mais ces attaques, dans un lieu censé être sous haute sécurité, comme un aéroport, questionnent sur la capacité des autorités à protéger sa population. Retour au Togo pour clore cette édition. Un nouveau trophée au palmarès de la musique togolaise. Le groupe Toufan sacré meilleur groupe francophone au MTV Africa Music Award. Le duo Mastayas Barabas a été récompensé samedi dernier à Durban en Afrique du Sud. Et c'est fier de leur prix que les Fils du Vent ont regagné ce mardi le Togo, accueillis par leurs fans à l'aéroport international Gnassingbé et Adéman de Lomé. Rajoul Mohamedou. C'est la belle histoire d'un retour triomphal au pays natal pour les Fils du Vent, fraîchement sacrés au MTV Africa Music Awards. En compétition pour le trophée du meilleur artiste francophone, le duo d'artistes togolais avait une forte concurrence en face. Aux prises avec la gabonaise Ariel T, les Ivoiriens d'Espoir 2000, le Congolais Ferregola et le Franco-Congolais Youssoufa, Toufan a finalement raflé la mise samedi 8 juin à Durban, en Afrique du Sud. Nous sommes, je vais dire, les premiers francophones ouest-africains à avoir gagné un tel trophée. Je pense que c'est vraiment quelque chose de grand. Je ne vais pas nous faire des éloges, mais aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en train d'écrire quelques petites pages de la musique togolaise. Et pour ça, nous en sommes très 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 fiers et très heureux. C'est comme si on gagnait la Coupe d'Afrique au fait. Donc quand on nous a appelés, c'était d'abord difficile de réaliser que c'était Toufan. Et après on s'est dit bon, il faut aller parce que c'est ça quoi, c'est ça. Depuis 10 ans déjà, les princes de la variété togolaise sont au sommet de leur art. Créateurs de concepts musicaux comme Koulkache et Gweta, Toufan a ravi le cœur des mélomanes togolais et tient l'Afrique en haleine. Ce sacre représente un motif de fierté nationale pour la culture togolaise en général et le gouvernement entend le célébrer à la hauteur de sa valeur symbolique. Ce trophée qui fait la fierté de tout le peuple togolais mérite d'être célébré. Alors, Madame la ministre m'a chargé de rassurer le groupe Toufan que une cérémonie beaucoup plus solennelle sera organisée pour manifester donc la joie de tout le peuple togolais par rapport à ce trophée. À l'endroit donc du groupe Toufan, juste un mot à 2 syllabes. Bravo, bravo Toufan, et je sais qu'ils ont assez de talent. Et c'est ça qui fait encore la fierté donc, du peuple. Des ruelles de Kodjoviakopé au toit de l'Afrique, Toufan, c'est l'histoire d'une étoile montante de la musique africaine qui n'a pas encore fini de grimper toutes les marches du succès. En attendant de rentrer dans le panthéon de la musique togolaise, il est déjà dans le pavillon d'honneur de l'estime du public togolais. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette édition. À demain.